Le président de la République a annoncé une aide de 20 milliards, c'est bien cela? 2 milliards. Ah ben vous voyez, bon, il l'a dit en... C'est bien. C'est bien, il a pris 30 minutes pour le dire, mais c'est la seule information à retenir. 2 milliards pour l'Ukraine, pour la France. Bon, bah, c'est une des avantages. Et bienvenue sur MPLP, mesdames et messieurs, content de vous retrouver. Je sais que nous sommes tous occupés et préoccupés, mais tout va bien aller, mesdames et messieurs. Restons concentrés. Nous faisons un petit retour sur le passé. Vous allez voir des images qui datent un peu, mais qui restent dans l'actualité présente. Nous allons faire un tour du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous irons partout, nous verrons tout, mesdames et messieurs. Restez avec moi. Nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet et merci à tous les abonnés. Ciao! Emmanuel Macron, c'est blabla. Enfin, je veux dire, Emmanuel Macron n'a toujours pas dit la vérité aux Français. Par exemple, sur le temps de travail, sur les retraites. C'est le parisianisme, monsieur Macron. Emmanuel Macron, c'est l'inverse. Il était président, il est devenu un vrai acteur de théâtre. Vous nous garantissez ce matin qu'il n'y aura aucune coalition avec le camp présidentiel? Non, nous ne souhaitons pas de coalition. Nous ne souhaitons pas entrer ni au gouvernement, ni dans une coalition. Le président de la République a nommé monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. J'ai déjà vu des faux culs. Mais vous êtes une synthèse. Nous avons dû évacuer de nombreux enfants d'orphelinats vers d'autres parties de l'Ukraine et vers l'étranger. Selon la fondation The Intel Drop, Robert Schmidt, auteur de la publication et journaliste français, a révélé que des enfants transportés par leur fondation vers l'Ouest étaient tombés entre les mains de pédophiles. Il a souvent placé des enfants ukrainiens dans des familles d'accueil des quartiers aisés de Londres, Paris et Berlin, et durant son travail, il a été témoin de violences contre des mineurs, ce qui l'a amené à quitter l'organisation. Bernard-Henri Lévy est un philosophe, écrivain et réalisateur français. Il a dirigé 2 documentaires sur l'Ukraine. Les recettes qu'il devait tirer des 2 documentaires ont été reversées à la fondation Olena Zelenska. Bernard-Henri Lévy est largement connu pour ses liens avec des personnes soupçonnées et accusées de pédophilie. Et moi, je suis à la retraite. Ça fait 2 ans. Je gagne 1100 €. La moitié part pour payer mon loyer. Je paye mes factures. J'ai une gamine à ma charge. Comment voulez-vous que je m'en sors? Eh bien, en se privant. Un repas par jour. C'est ça qu'on donne à un Français? Un repas par jour. Vous, madame, vous mangez une fois par jour? Une fois par jour, oui, monsieur. Et il y en a beaucoup, je vois, qui sont à manger dans les poubelles. Et ça, c'est la France, là, une belle France. C'est vraiment une belle France. Moi, j'habite à Strasbourg-Saint-Denis. Tous les jours, vous les voyez, les gens. Hein, des gens retraités, ils vont dans les poubelles prendre les invendus, tout ça, pour se nourrir. Tout ça parce qu'il est retraite, c'est une misère. Celui qui travaille, il peut manger à sa faim. Mais celui qui est sa retraite, eh ben c'est des grappes misères. On mange que de la merde, on n'a rien à bouffer. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Eh ben on est obligé de faire avec, on n'a pas le choix. Il y a un truc de fou quand même, c'est que je m'adresse aux gens au hasard, hein, vraiment. Depuis la frontière du 9e jusqu'à ici, 18e. Mais la quantité de gens qui sont dans la merde, c'est incroyable. Vous avez peur de Poutine? Vous devriez prier pour qu'il reste au pouvoir. Parce que le jour où il tombera, le vrai mal se déchaînera. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est qu'une illusion, un simple avertissement. Le vrai chaos n'a pas encore commencé. Regardez la Russie, Mikhail Mishustin, le Premier ministre, tout ce qu'il a fait, ce n'était rien. Vladimir Kolokoltsev, ministre de l'Intérieur, sans un degré de cruauté. Même Sergueï Shoïgu, ministre de la Défense, que vous croyez redouter, est insignifiant face à ce qui arrive. Vous croyez que Poutine est là, le pire? Non. Il est votre dernière barrière contre l'abîme. Derrière lui, il y a une force que vous ne pouvez pas imaginer. Une force qui n'a aucune pitié, aucune limite. Quand elle se libérera, il n'y aura plus de négociations, plus d'échappatoire. La France, un tas de cendres. L'Europe, un souvenir. Ce monde que vous connaissez sera balayé en un instant. Vous pensez que tout ça est un jeu? Ouvrez les yeux. Peut-être allons d'abord sur qui a vraiment gouverné les États-Unis pendant le mandat de Joseph Biden. Oui, là c'est un point très important, Clémence, en effet. Bon, je veux dire, ce dont je voudrais que nos lecteurs se rendent compte, et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, avec Internet, et en sachant chercher les bonnes informations, sachant aussi trier, parce qu'il y a beaucoup d'informations erronées, mais on peut savoir beaucoup de choses. Par exemple,
les gens qui vraiment faisaient l'effort de lire les choses importantes savaient que Joe Biden, dès son arrivée à la Maison-Blanche, n'était pas capable de gouverner. Il n'en avait plus la force physique et il n'avait plus les capacités d'attention cognitive tous les jours. Donc ça pose un vrai problème. On l'a découvert dans les 6 derniers mois, il a été obligé de renoncer à la présidentielle, mais il y avait quand même derrière ça une énorme supercherie. Et c'est la raison pour laquelle on a écrit l'une de ses chroniques avec Ulrike, on a écrit ça pour dire, mais si c'est pas lui qui avait les capacités physiques ou cognitives de gouverner pendant au moins les 2 dernières années, peut-être même les 4 ans de son mandat, qui l'a fait? Et dans le cas de l'Ukraine, ce que nous avons montré, c'est qu'il y avait une lutte des clans. Il y avait Barack Obama et son réseau. Il y avait Hillary Clinton et son réseau. Il y avait le fils de Joe Biden, Hunter Biden, qui avait ses propres réseaux en Ukraine. Et en fait, on a eu des arbitrages entre ces clans. Et finalement, c'est plutôt le clan Obama qui l'a emporté. Mais vous voyez bien, ce qui a eu d'éminemment dangereux pendant 4 ans, au moins pendant les 2 dernières années, c'est qu'en fait, on ne savait pas qui gouvernait aux États-Unis. Et la difficulté, y compris pour les Russes, c'est d'être sûr de qui ils ont en face. Bien sûr. Mais aujourd'hui, ils sont à peu près plus sûrs, non? Ou vous pensez toujours pas? Oui, alors aujourd'hui, je crois que ce qui change beaucoup de choses, et même si les relations entre Poutine et Trump ne sont pas aussi idylliques que ce que certains présentent dans des médias, et ce qui est certain, ce qui change tout du point de vue russe, et du point de vue chinois, et du point de vue et ce qui devrait tout changer du point de vue européen, c'est là qu'on voit quand même que les dirigeants européens sont à côté de la plaque, c'est qu'on a quelqu'un à Washington. Il y a à nouveau l'israélisation des forces de police, des forces de sécurité, voire des gouvernements chez nous prépare, nous, citoyens, à être les futurs Palestiniens dans notre pays. Vous parlez de l'israélisation de la police, hein, par exemple en France. Est-ce que c'est de par les méthodes ou c'est un mode de pensée? Il y a un peu les deux. Mais regardez la facilité avec laquelle on s'est mis à éborgner les gilets jaunes chez nous. Macron, le libéral, le progressiste. Les il est jeune, il est sympa. C'est grave, c'est le centre au moins. C'est pas les extrêmes. Hein. On éborgne, il y a des Français. Et on éborgne parce qu'on tire sur des Français qui manifestent avec des armes de guerre. C'est pas un éborgné, c'est pas 2 éborgnés, hein, c'était quoi, 20, 25 ça, c'est des images qui n'existent pratiquement pas ailleurs. Hein. Vous voyez pas dans d'autres pays. Dans d'autres pays, les gens se font taper dessus, se font mettre en prison. Ok, mais éborgné parce qu'on leur tire avec des armes de guerre dessus, il y a très peu de pays qui font ça. Mais Israël, il faut vraiment voir comment un Chinois nous voit aujourd'hui, comment un Brésilien nous voit aujourd'hui. Et ils voient ce qu'on est, hein, c'est-à-dire des gens abjects, mais qui en plus se font passer pour des gens d'une probité incroyable, et qui en plus viennent faire la leçon aux 10 Brésiliens. C'est vraiment stupéfiant. J'entends des gens qui disent qu'on a des valeurs, j'entends des gens qui disent qu'il faut respecter le droit international. Mais je regarde et puis on le fait pas. C'est étonnant. Bon, il y a d'autres pays, ils le font pas non plus, mais au moins, ils disent pas qu'ils le font. Et puis, ils viennent pas nous embêter en nous donnant des leçons, en fait. C'est pour ça qu'on se fait détester par maintenant 7 milliards d'êtres humains sur la planète. Aujourd'hui, on estime à peu près 15 défunts dont les organes auraient été prélevés. Et pas un organe. En l'occurrence, des cas dont j'ai pu avoir connaissance sont tous les organes. Donc une mesure absolument, au-delà d'être inutile, complètement disproportionnée. Et les familles n'ont pas été averties. Donc il y a probablement des familles qui ne sont pas au courant qu'elles ont enterré des défunts dont les organes sont sous-scellés quelque part à l'IML de Nice. On veut des explications parce que les réquisitions du procureur, et il était en charge, Monsieur Molins, à l'époque, prévoient évidemment des prélèvements, mais comme dans toutes les réquisitions d'autopsie dans le cadre d'une enquête judiciaire, mais des prélèvements de viscères si nécessaires. Il n'est pas contestable en l'espèce que les causes de la mort étaient connues. On sait que malheureusement toutes ces personnes décédées ont été percutées par le camion. Donc le prélèvement d'organes ne peut avoir comme fin d'investiguer sur les causes de la mort. Les PV de mise sous scellé d'organes n'ont pas été versés au dossier d'instruction. La seule explication qui a été donnée, puisqu'on a interrogé le procureur de Nice à l'époque, qui est indigne, à l'époque, était que les prélèvements massifs de tous les organes ont été effectués pour prémunir le personnel hospitalier d'éventuelles plaintes sur la prise en charge. Ce qui est hallucinant. Il y a un fondement juridique à ça, il y a un fondement légal? Absolument pas, absolument pas. Donc évidemment, c'est le moment ou jamais, c'est le dernier moment puisque Thierry Vimal vient de vous le dire, ça fait 4 ans qu'ils se battent pour avoir des explications, elles n'ont pas été données. Des explications valables, j'entends, hein, pas des explications complètement hallucinantes, de vraies explications. Et des excuses publiques, bien évidemment. Je travaille pour EDF et ils vous volent de l'argent. Bon, pas moi parce que je suis conseiller, les conseillers, nous on vous vole pas de l'oseille, mais c'est surtout les hyperviseurs et au-dessus des hyperviseurs qui vous volent de l'oseille. En fait, nous notre but, c'est de vous vendre des choses, sans votre accord. T'as pas le choix.
T'arrives dans la boîte, la première chose qu'on te dit, c'est mensualisation, facture électronique, donc les factures par mail, assurance dépannage et toutes les assurances qui vont avec. On te dit, tu dois vendre ça, tu dois vendre ça, tu dois vendre ça. Même si le client il est pas d'accord. Bien évidemment, je le fais pas. Pareil, quand vous êtes en mensualisation et qu'on vous prélève 70 € au lieu de 40 €, c'est pas un bug. C'est vrai, ils vous ont juste volé de l'oseille, c'est tout. Et quand vous nous appelez pour vous demander le pourquoi du comment on vous a prélevé 70 au lieu de 40, et qu'on vous dit que normalement vous avez reçu un mail ou un message, c'est faux. On vous a juste pas prévenu. Parce qu'on voulait juste vous voler de l'argent. Bien sûr, ils envoient quand même des mails à des messages à certains clients, normal, histoire d'être un tout petit peu plus crédible. Vérifiez aussi que sur votre contrat, il n'y a pas l'assistance dépannage parce qu'on vous le met sans votre autorisation et à ce moment-là, un an plus tard, sur votre facture de régularisation, vous allez voir plus 50 € à régler. Tout ça parce que le conseiller au téléphone, il voulait juste faire son oseille pour sa paye. Et tous ceux qui sont en mensualisation, pensez à vous démensualiser du coup et à passer à la facture mensuelle. Parce que là, vous allez payer seulement ce que vous avez consommé. Je vous conseille juste d'aller chez Total Energy quand même parce que c'est le meilleur des fournisseurs à ce qui paraît. Bon, moi j'étais chez eux mais je suis plus chez eux. Après, tous les fournisseurs volent un peu d'argent forcément. C'est un peu tous des voleurs. Mais on va dire que Total Energy, c'est ceux qui volent le moins. Voilà, je crois. Mais après, il y a encore plein d'autres choses à savoir sur EDF. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est des voleurs. Résiliez votre contrat et allez chez un autre fournisseur. La Brigitte Macron, tous les ans, c'est 300 000 €. Mais est-ce qu'elle a un contrat de travail, Brigitte Macron? Est-ce qu'on la paye sous le manteau 300 000 €? Alors, c'est surtout les moyens qui lui sont donnés, c'est-à-dire en moyens humains. Donc, c'est des collaborateurs qui sont détachés parce qu'elle a un cabinet. Alors, elle n'a aucun statut légal, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune fonction officielle, si ce n'est de représentation, mais ça, c'est même pas constitutionnel. Et par contre, elle a des salariés qui travaillent pour elle. Et ça coûte 300 000 € et il y a peu de transparence parce qu'on arrive. 300 000 €. En fait, il y a 4 personnes détachées pour elle dans un cabinet, un chef de câble, un directeur de câble, plus deux secrétaires. Et ce qu'on voit, c'est que ces 300 000 € concernent les 2 détachés qui viennent normalement dans le cabinet de Macron. Et donc, on a du mal à savoir combien ils sont rémunérés et quelles sont leurs fonctions, en fait, à quoi ils servent, qu'est-ce qu'ils font au quotidien avec Brigitte Macron. Alors pourtant, je crois qu'il n'y a pas d'argent magique. Il n'y a pas d'argent magique et surtout, on est dans un moment où les budgets qu'on propose aux Français et aux Françaises, ce sont des budgets austéritaires. Et moi, quand je vais auditionner le cabinet d'Emmanuel Macron, j'ai droit à un discours qui est assez hypocrite, pour ne rien dire, mais où on nous explique, bah oui, mais madame la députée, on a besoin de plus d'argent parce qu'il y a l'inflation sur les produits, enfin sur l'énergie, que les points d'indice des fonctionnaires a été dégelé, donc c'est des moyens qu'il faut réattribuer. Ce que refuse de faire la Macronie et Emmanuel Macron aux collectivités territoriales, aux services publics. Donc c'est vraiment un double langage du président qui est très dépensier et en plus qui impose une cure d'austérité au reste du pays. Le Pen a volé. Ils te vendent ça comme un scandale, mais c'est une goutte de sang sur une nappe déjà trempée. Un homme se bouge dans un banquet de pillards, une pièce tombée d'une table où il dévore ton avenir à pleine main. Sauf qu'il te montre une chute pendant qu'il te dresse pour la prochaine récolte. Elle s'est servie, mais ils sont 100 derrière à tendre leur poche et 1000 devant toi à sourire. Tu crois élire des idées, mais tu élis des visages. Et derrière chaque visage, il y a un système qui ne tombe jamais. Tu crois que le monstre est tombé, mais c'était une bête de foire. Les vrais fauves, eux, qui tapent bien plus que 4 millions, t'ont donné cette idole. Et pendant que tu l'enterres, ils fabriquent la suivante. Et celui qui prendra sa place sera plus jeune, plus lisse, plus convaincant. Et pire, tu crois que la corruption est une exception? C'est la fondation. Et il la protège avec ta naïveté. Alors ne célèbre pas, ne t'indigne pas. Prépare-toi, parce que ce que tu crois être une victoire n'est qu'un changement de costume. Et si tu continues de chercher des sauveurs, tu finiras par applaudir ton propre bourreau et tu l'appelleras espoir. Parce que tant que tu cherches des rois, tu seras né pour servir. Et tant que tu supplieras qu'on te sauve, tu ne verras jamais la chaîne que tu tiens toi-même. Je vois des foules prêtes à croire encore et des têtes mûres prêtes à tomber. Et à votre avis, qui sera là pour les moissonner? Alors ne levez pas la tête trop tard, ou vous ferez partie de la prochaine récolte. C'est une catastrophe. Regardez ce qu'ils vont mettre en place dès cet été. Les transactions en espèces au-delà de 200 € pourraient être interdites. L'objectif affiché, lutter contre la fraude et encourager les paiements numériques. Fin des tickets resto, le gouvernement envisagerait de les remplacer par un crédit alimentaire centralisé et géré par l'État, utilisable uniquement pour des achats alimentaires strictement définis. Taxe sur les retraits d'espèces, retirer de l'argent à un distributeur pourrait coûter jusqu'à 1% du montant retiré. Contrôle fiscal renforcé sur les ventes en ligne, les utilisateurs de Vinted ou Airbnb devront déclarer tous leurs revenus sous peine d'amende automatique. Je vous avais prévenu, ils avaient annoncé l'euro numérique et ce n'était pas pour rien. Voilà pourquoi ils avaient accéléré les choses et ils vont continuer à accélérer les choses dès cet été. Il faut que vous partagiez cette vidéo un maximum. Il est temps que tout le monde le sache. Là, on arrive dans un gros problème de liberté où on ne pourra plus décider de ce qu'on achète et on sera tracé pour absolument tout ce qu'on fait. Partagez cette vidéo parce que c'est vraiment une urgence nationale. Mais quand on casse la figure du père au nom de le patriarcat c'est pas bien, en réalité, on crée un boulevard pour que l'État ait une mainmise sur l'éducation de l'enfant. Si le père, qui représente le surmoi, la loi, l'adaptation au monde extérieur, les règles sociales parce que lui-même s'y soumet, etc., est mis de côté et qu'on dit non mais on n'a pas besoin d'un père pour faire des enfants.
Qui est en première ligne? Qui va être en danger? Qui est la figure qu'on va attaquer ensuite? La mère. Et aujourd'hui, ça y est, on a cassé le père, on a dit c'est bon, les femmes elles peuvent tout gérer, résultat les femmes se retrouvent avec une charge mentale délirante, et donc forcément, elles ont moins envie d'enfants, parce que quand on doit tout faire, être performante économiquement, éduquer les enfants, rester féminine, on s'en sort pas. Et une fois que la femme est vulnérable parce qu'elle est seule et qu'elle est isolée avec l'enfant, l'État, le marketing, la publicité, le monde extérieur a encore plus de prise sur la famille. Les murs de la famille, les murs du foyer, ils tombent en fait. J'ai enquêté pendant 3 ans sur la réalité de la situation personnelle, physique et de sexe, surtout, de Madame Macron. Et je peux vous dire, il y a un mensonge d'État absolument prodigieux, à savoir que Madame Macron, en réalité, est Monsieur Jean-Michel Trogneux, c'est-à-dire que le frère de Madame Macron s'appelle Jean-Michel Trogneux, mais en réalité, ils ne font qu'une seule et même personne. Il n'y a qu'une seule et même personne, c'est Jean-Michel Trogneux. Et en réalité, elle dit qu'elle est née en 1953. Or, elle est née en réalité en 1945. Et pourquoi ce changement de sexe et de date? Parce que ça cache un délit, une infraction extrêmement importante qui est le détournement de mineurs qu'aurait commis Madame Macron à l'époque à l'égard de Monsieur Macron. C'est-à-dire qu'elle était beaucoup plus âgée. Et donc ce délit, ce mensonge d'État qui serait couvert par la politique, par tout le monde, est quelque chose qu'elle veut dénoncer. Et elle dit, avec force d'État, donc elle s'est inventé un passé familial qui n'existe pas. Elle s'est inventé un mariage avec un homme et 3 enfants. Or, cet homme, j'ai fait une enquête auprès de l'état civil d'Amiens, cet homme n'existe pas. Il s'appelle André-Louis Osière, eh bien, il n'existe pas. Il n'est pas le père des 3 enfants. C'est elle qui est le père des 3 enfants. Donc, et ça, elle le fait vraiment pendant 4 heures. 4 heures, elles discutent ensemble. Et ces 2 femmes, eh bien, ont comparu devant le tribunal beaucoup plus tôt qu'il n'était prévu, puisqu'au départ, elles devaient comparaître qu'en 2025. Mais l'avocat de Madame Macron, Jean Enoki, est venu dire au tribunal, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'on passe beaucoup plus vite, parce que ça commence à prendre une ampleur internationale incroyable, c'est viral, et il faut que ce soit jugé très vite. Et là, devant le tribunal, tenez-vous bien, ce qui a été demandé d'abord, parce qu'on a tout fait pour retarder ce procès, comme on peut le faire parfois avec succès, il a été demandé notamment à ce que tous les magistrats soient récusés. Aucun magistrat ne pouvait juger de cette affaire, dans la mesure où le président Macron, c'est lui qui nomme les magistrats, sur évidemment conseil du Conseil supérieur de la magistrature, et dans la mesure où il est bien le mari de la victime et le beau-frère de l'autre victime, le frère, eh bien il faut récuser tous les magistrats, et donc cette affaire ne sera jamais jugée.